Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Que se passe-t-il à l'école élémentaire de Grand-Bois au Gosier? Des élèves ont présenté des problèmes respiratoires et cutanés. L'école est fermée depuis vendredi, mais rouvrira ses portes demain. Certaines familles réclament des explications. La mairie est muette. Le prédateur est de retour à l'île Fajou. En moins de 2 semaines, 2 nouvelles attaques de barracuda ont été recensées. Le parc national inquiet met en garde les nageurs et plongeurs habitués à se rendre dans cette zone. Les explications d'ATV dans un instant. Et 3 mois après la mort du jeune Yohan Equinox, le conseil départemental va renforcer la sécurité aux abords des lycées. La desserte sera améliorée et étoffée avec 2 nouvelles stations de bus dans la même zone. Isabelle Hameau nous livrera les détails de ce dispositif de sécurité. Et dans moins de 20 jours, les enfants et les grands iront récupérer leurs présents sous le sapin de Noël. Quel sera votre budget dépenses pour le Noël de cette année? Karen Diamin vous a posé la question. Petit aperçu de la tendance 2016 dans ce journal. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Depuis vendredi, l'école élémentaire de Grand-Bois au Gosier est fermée. Et pour cause, plusieurs enfants ont présenté des problèmes respiratoires et cutanés. Très vite, des investigations ont été menées pour tenter d'identifier l'agent responsable de ces troubles. Mais pour l'heure, le mystère demeure entier, tandis que l'établissement qui avait fermé ou rouvrira ses portes demain. Reportage Nathalie Dinan, Moïse Lester et Patrick Curie. À Grand-Bois, l'émotion et la colère sont encore vives et la tension palpable. Vendredi dernier, des émanations de gaz à l'école Turenne-Thénard ont conduit à une évacuation de l'établissement. 3 élèves ont été acheminés au centre hospitalier suite à des vomissements. Elle a vu midi et demi, l'enfant n'est pas encore là. Elle a été récupérer son fils. Il voit que les autres, il y a une partie qui sont déjà chez leur mamie. Alors il dit, mais où est mon fils? On lui a dit, oui, mais vous savez, madame, votre fils, il a été, je crois, soit intoxiqué ou il y a quelque chose qui s'est éclaté dans l'école. Et puis à ce moment-là, elle a dit, bon, mais je l'attends, mais il est où mon fils? Il est à l'intérieur. On lui a pas laissé entrer. Elle est restée pendant 2h30 de temps. Et puis après, on lui a dit, on a fait l'appel, on lui a dit, bon, maintenant vous venez récupérer votre fils. Le médecin est passé, on lui a dit, oui, il avait mal à la gorge, il avait les yeux tout rouges, il était vraiment malade. Et puis bon, après, on est parti. Noah est l'une des victimes des émanations de gaz. Il a souffert de la gorge pendant 2 jours, mais avec un peu de repos, il est de nouveau sur pied. Certains gens-là, on a commencé à leur gratter. C'est parti du milieu. On est sorti dehors. Mais on s'entend toujours une odeur bizarre. Le SAMU est venu, les pompiers. Les familles sont restées dans l'ignorance la plus totale. L'agent responsable de cette intoxication reste inconnu. Les familles réclament des réponses, la vérité sur cette affaire. Elles se sentent oubliées par la municipalité. Je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé dans l'école, au moins qu'on puisse connaître, puisque là, on ne sait pas. Et jusqu'à présent, il n'y a pas d'école, et on dit que oui, on ne sait pas encore, Mais je me demande, mais pourquoi? Et on a même appelé le maire n'est pas venu. Hein? Normalement, ça ne devait pas faire. Le plus grand mystère plane sur cette affaire. Les diverses analyses effectuées par l'Agence régionale de santé et le SDIS n'ont rien révélé. On ne sait donc pas ce qui a provoqué ces vomissements et l'hospitalisation de 3 écoliers. Leur pronostic vital n'est pas engagé. L'école Turenne-Thénard ouvrira ses portes dès demain aux heures habituelles. Il y a quelques années, des attaques de barracuda avaient été recensées au Gosier, sur la plage de la Dacha. Un jeune garçon de 9 ans avait eu le pied lacéré. Mais de nouvelles attaques ont été constatées la semaine dernière, dont une avec des blessures importantes à l'île Fajou. Le parc national gestionnaire des lieux met en garde les baigneurs et plongeurs de la zone. On écoute à ce propos le responsable de l'aquarium du Gosier qui a rappelé à Patrick Curie et à Moïse Dexter les consignes de sécurité à respecter pour éviter d'attirer le prédateur.
Un animal est agressif, c'est si on le rend agressif. Et ce qui se passe avec les barracudas, simplement parce qu'il y a des personnes voulant absolument se faire des sensations et attirer les animaux, vont nager, vont plonger avec de la nourriture pour les animaux. Donc ils vont aller donner à manger aux animaux, dont au barracuda, ils viennent et à ce moment-là, le barracuda devient agressif parce que lui, il est là pour tuer l'animal avant de le manger. Donc il ne comprend pas pourquoi il y a quelque chose de mort. Alors que si on restait tranquillement à notre place et qu'on serait juste là pour observer les animaux sans nourriture avec nous, on n'aurait aucun risque de se faire attaquer par un barracuda. Un animal ne va pas venir attaquer un humain pour le plaisir. On ne les intéresse pas du tout, on n'est pas intéressant pour eux, on n'est pas mangeable pour eux, on est trop gros, etc. Ça ne les intéresse pas, c'est vraiment, ils viennent parce qu'ils viennent chercher de la nourriture qu'on leur apporte. Mais on n'est pas là pour nourrir les animaux. Les animaux se nourrissent tout seuls, on est juste là pour les observer. Et c'est là l'erreur que font les personnes qui se font attaquer. Donc restons chacun à notre place, on est là pour les observer, on ne les embête pas, et si on ne les embête pas, ils ne nous embêtent pas non plus. Chez nous, la nourriture pour les animaux est totalement interdite, prohibée sur nos bateaux. Donc quand on s'en va en mer, les touristes n'ont interdiction d'amener la nourriture avec eux et de donner à manger aux animaux, quels qu'ils soient. Comme ça, les animaux viennent voir les touristes, sont autour d'eux, mais les prennent pour des personnes qui viennent les voir, mais ne viennent pas les prendre pour des proies, pour des choses à manger. Donc on ne risque absolument rien quand on plonge avec nos propres bateaux, parce que la nourriture est interdite sur nos bateaux. L'autre titre de l'actualité aujourd'hui, ce sont les chiffres de la sécurité routière. 50 personnes sont mortes sur les routes de Guadeloupe depuis le début de l'année. C'est plus que l'an passé. Comment expliquer cette hécatombe? Le reportage d'Isabelle Hameau. 50 morts sur nos routes, un pré-bilan de cette année 2016 plus élevé par rapport à l'année dernière. Les deux roues sont les plus vulnérables. Cela s'explique principalement par un manque de vigilance des automobilistes. Quand vous voyez par exemple des automobilistes qui sont décédés, qui ne portent pas la ceinture, on a une grosse problématique avec les deux roues. Donc aujourd'hui, il y a 6 motards qui sont décédés. On a à peu près 9 cyclomoteurs qui sont décédés. Et parmi ces usagers vulnérables qui sont décédés, il y en a beaucoup qui ne portaient pas le casque. C'est une vraie problématique en Guadeloupe. On a aussi le phénomène de l'alcool au volant. Donc beaucoup de gens conduisent en état d'ébriété ou sous l'emprise de l'alcool. Et malheureusement, comme les chiffres l'ont montré en 2015, 41% des accidents mortels étaient dus à l'alcool. Autant de facteurs qui expliquent le caractère accidentogène de l'archipel. Pourtant, des moyens de répression et prévention sont mis en place par les autorités compétentes pour y remédier. En matière de répression, effectivement, donc, il y a eu l'arrivée de nouveaux radars à double sens pour élargir les zones de contrôle qui permettront de faire baisser la vitesse sur certains axes routiers et permettre aussi éventuellement de réduire certains accidents mortels, le nombre d'accidents mortels. Au-delà de la répression, il y a aussi la prévention. Donc il faut savoir qu'au niveau de la cellule départementale de la sécurité routière, donc, nous travaillons au quotidien avec des intervenants départementaux de la sécurité routière. Donc, nous travaillons aussi avec des associations, des bénévoles qui donnent de leur temps pour faire chuter le nombre de morts sur les routes. Il faut dire que c'est un travail qui est conséquent, mais cela ne suffit pas. Il faut aussi que chaque usager de la route prenne conscience aussi par des gestes simples. Des gestes simples et importants que la sécurité routière souligne, surtout en cette fin d'année festive. Et 3 mois après la mort du jeune Yohan Equinox, le conseil départemental va renforcer la sécurité aux abords des lycées. La desserte sera améliorée et étoffée avec 2 nouvelles stations de bus dans la même zone. Isabelle Hameau nous explique les principaux détails de ce dispositif de sécurité. Les collectivités réceptionnent aujourd'hui les travaux de sécurisation de la RD 129 aux abords des établissements scolaires du quartier de Bainbridge. Ici, ce sont un peu plus de 166 000 € qui ont été investis pour un aménagement supplémentaire. Cela consiste à réaliser des plateaux surélevés permettant la traversée entre les 2 lycées, les 3 lycées plutôt, 2 traversées devant LGT et l'autre devant le lycée de Jardin-d'Essai. Donc les traversées seront portées de 3 mètres à 12 mètres par traversée. Et au niveau du cheminement piéton aussi, on va améliorer les trottoirs par un renforcement de la signalisation verticale et horizontale, premier point. Et le deuxième objectif aussi, c'est d'apporter aussi plus de places pour les bus scolaires qui desservent les 3 lycées. Une opération nécessaire pour faciliter et sécuriser le ramassage scolaire, puisque les emplacements des bus ne sont pas suffisants d'une part. D'autre part, ce sont plus de 32 000 véhicules qui circulent quotidiennement sur cet axe majeur entre les Abîmes et Pointe-à-Pitre, posant souvent une insécurité aux heures de pointe. L'accident mortel qui a eu, le drame plutôt que nous avons
avons vécu il y a quelques mois nous a interpellés, et le président de région, et les proviseurs, et moi-même. Et donc, nous avons décidé de mener une réflexion plus en profondeur. Donc, éviter que des cars remplis d'élèves circulent dans un sens vers la GUP qui est au bout de la rue, reprennent le sens où ils doivent aller à Sainte-Anne. C'est une forme de mutualisation des travaux. C'est plutôt une route départementale, mais comme c'est un lycée, nous nous sommes engagés à faire le travail. Comme je le dis, tout ce qui a à faire en Guadeloupe, dans l'intérêt des Guadeloupéens, je ne regarderai pas région, département ou commune ou collectivité, je le ferai pour la Guadeloupe. Par contre, l'État fera son travail. Les travaux ont commencé hier soir. Le nouvel aménagement sera livré dans les 2 prochains mois. Ils occupent des sièges dans les conseils d'administration des lycées et des collèges. Les associations de parents d'élèves, parfois marginalisées ou sous-estimées, peuvent néanmoins influer sur les orientations prises concernant l'apprentissage de vos enfants. La FAPEC vient d'ailleurs d'élire son président. Il est notre invité, Michel Gédéon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors, vous avez été élu nouveau président, je l'ai dit tout à l'heure, de la Fédération de l'association des parents d'élèves de la Guadeloupe. Je l'ai bien indiqué dans mon introduction. Vous siégez dans les conseils d'administration des collèges et des lycées. Vous avez donc un droit de regard sur les décisions qui sont prises concernant l'éducation des enfants. Quels sont donc les grands chantiers sur lesquels vous avez l'intention, en tout cas, de vous attaquer? Et puis, quels sont les changements que vous avez envie d'apporter? En tout cas, la FAPEG existe depuis 1986 et nous allons continuer, en tout cas, à nous occuper de l'enfant guadeloupéen. À sa réussite, avant tout, faire en sorte que cet enfant-là puisse réussir, poser les problèmes qui existent dans l'école en Guadeloupe. Parce que c'est vrai, on a l'impression que tout se passe bien dans les établissements scolaires, alors qu'il y a parfois de véritables problèmes. Il faut savoir qu'il y a des documents, des circulaires notamment, qui renforcent le rôle des parents dans l'école. Mais on se rend compte que parfois, il y a de la résistance. Il y a des chefs d'établissement qui ont du mal à accepter la présence, en tout cas, des parents dans les établissements scolaires. En tout cas, nous, à la FAPEG, nous faisons le nécessaire, nous faisons tout ce que nous pouvons faire pour responsabiliser nos parents, pour faire en sorte que nos enfants puissent réussir et pour faire avancer l'école en Guadeloupe. Vous parlez de ces dossiers où certains chefs d'établissement font de la résistance. De quoi s'agit-il exactement ? Vous savez, dans certains établissements, et pas plus tard qu'hier, dans un collège de Capesterre notamment, il y a eu des parents, délégués de classe, qui étaient présents au conseil de classe, et on demande à ces parents-là carrément de se taire, de ne pas parler, de ne pas prendre part à la discussion. Nous disons non, c'est pas sérieux. Nous pensons qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, il y a effectivement la loi qui permet aux parents d'entrer à l'école. Et souvent, nous entendons que les parents, effectivement, ont peur de pénétrer, d'aller à l'école, de rentrer dans le bâtiment, alors qu'il y a souvent, au niveau notamment de l'administration, une certaine réticence. On ne veut pas toujours avoir des parents. Nous pensons que pour réussir, en tout cas les textes le disent, il faut qu'il y ait une coopération, une collaboration entre enseignants, administration et parents. Il faut des parents responsables, il faut des parents qui s'occupent pleinement de l'éducation de leurs enfants, et nous pensons que c'est ainsi que nous allons réussir. Parce que cette école qu'on nous présente effectivement comme l'école de la République, l'école est gratuite, effectivement, c'est la chance pour tout le monde, mais cette école est quand même fondamentalement inégalitaire. Et peut-être nous allons parler peut-être justement du rapport PISA, qui aujourd'hui vient de sortir, qui montre qu'il y a une égalité flagrante, en tout cas entre ceux qui n'ont pas les moyens et ceux qui ont les moyens. Il faut le rappeler aux téléspectateurs que l'étude PISA est une étude qui a été faite sur 15 pays de l'OCDE, qui évalue justement les performances des élèves concernant les sciences, et que la France a été placée en 26e position, loin devant Singapour, alors qu'elle est quand même la 5e puissance mondiale. Qu'est-ce que cela vous évoque? En tout cas, nous, au niveau de la FAPEG, on aurait bien voulu qu'il y ait un rapport concernant la réussite des enfants en Guadeloupe. Parce que c'est vrai, on parle de réussite, mais il faudrait peut-être donner à ces petits Guadeloupéens, en tout cas à tous ceux qui sont scolarisés en Guadeloupe, les mêmes chances. Parce que déjà, il faut s'attaquer à l'école maternelle. Parce que c'est là où tout se joue. Vous savez, quand l'enfant échoue en maternelle, on peut déjà dire qu'il va échouer. Sa scolarité sera une catastrophe. Nous disons que déjà à ce stade, il faut donner les moyens. Donc, plus d'enseignants face aux élèves, et là, c'est effectivement, en tout cas, la garantie peut-être pour la réussite. Il faut également que nos écoles puissent avoir les moyens, parce que vous avez des écoles maternelles où c'est vide.
Quelles sont les propositions justement de la FAPEG à ce niveau? Vous existez depuis très longtemps, oui. Vous venez d'arriver en tant que président, c'est quelque chose qui vous avez certainement réfléchi à certaines actions pour améliorer le décrochage scolaire concerne l'ensemble du territoire national, mais est amplifié en Guadeloupe, on le sait, l'illettrisme également. Quelles sont aujourd'hui vos propositions? Premièrement, comme je disais, c'est donner effectivement les moyens au niveau de l'école, renforcer le nombre d'enseignants. Contrairement à ce que dit l'administration, il faut renforcer le nombre d'enseignants. Déjà, il faut aussi lutter contre le décrochage scolaire. Et là, concernant le décrochage scolaire, il y a plusieurs facteurs. Nous prenons le cas, par exemple, des enfants qui se réveillent très tôt pour aller à l'école. La question du transport scolaire en Guadeloupe. Il y a ce problème. Il y a aussi la question du début des cours. Quand un enfant commence à 7 h du matin, alors qu'en France métropolitaine, les enfants commencent à 9 h à l'école. Ces enfants-là, parfois, n'ont pas le temps de dormir. Donc, il y a cette question qui se pose. Vous avez également la question, la question des enfants handicapés à l'école. On parle, il faut effectivement accueillir des enfants handicapés, mais que fait réellement l'administration pour accueillir ces enfants handicapés? Vous avez aujourd'hui une autre tendance dans les établissements scolaires de Guadeloupe, c'est de créer des établissements élitistes, où on regroupe les meilleurs enfants, où des chefs d'établissement se battent pour attraper, j'ai presque envie de dire, pour avoir les meilleurs dans les établissements scolaires. Nous, en tout cas, à la FAPEG, ceux qui nous intéressent avant tout, ce sont ceux qui n'ont pas les moyens, j'ai presque envie de dire. Et les parents qui s'investissent dans notre fédération auraient pu rester chez eux, parce que souvent, les enfants de ces parents-là n'ont pas de difficultés. Nous nous battons pour les autres. J'ai presque envie de dire, nous nous battons pour ceux qui n'ont pas les moyens, nous nous battons pour ceux qui n'ont pas de voix, ceux qui n'ont pas de possibilité d'intégrer l'école et de faire bouger l'école. Michel Gédéon, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Dans le reste de l'actualité, c'est tenu ce matin les 3e et dernières assises territoriales du travail social de la région Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Leur objectif, définir le travail social tout en donnant une nouvelle impulsion au secteur. On regarde le reportage d'Isabelle Hameau. Les 3e assises territoriales du travail social en Guadeloupe achèvent le processus entamé lors des 1res et 2e assises de 2014 et 2015 qui ont rassemblé 1 millier de travailleurs sociaux. Surtout sur la thématique de la formation, sur la thématique de leur emploi en eux-mêmes, c'est-à-dire comment ils travaillaient, est-ce qu'ils avaient les moyens pour pouvoir animer et en tout cas encadrer cette population. Et une autre thématique qui était aussi celle du déplacement. Aller voir ailleurs, qu'est-ce qui se passe pour pouvoir apporter peut-être les bonnes choses. Des rencontres qui ont permis de mettre en commun les expériences pour aboutir à des préconisations qui prennent en compte la sociologie du milieu et l'anthropologie de la société guadeloupéenne dans toutes ses composantes. Alors on parle dans un premier temps de l'annuaire des travailleurs sociaux, puisque c'est un outil qui n'existait pas et qui peut-être même existe encore nulle part ailleurs. Mais cependant, c'était un outil nécessaire pour que les travailleurs sociaux puissent avoir du lien entre eux. C'est-à-dire qu'un travailleur social qui a un problème pourra, en consultant l'annuaire, voir quel référent qu'il peut s'adresser pour pouvoir améliorer donc, son intervention. Le point d'orgue de ces 3e et dernières assises territoriales du travail social, la signature d'un protocole entre l'État, la région et le département sur l'évolution et l'adaptation du travail social en Guadeloupe. Ce protocole, une première en France, a pour objectif d'unifier les relations professionnelles et déontologiques des travailleurs sociaux de l'archipel et des îles du Nord. Un reportage signé Linda Kayarsi, Karen Diamin. Au chapitre social, toujours, la branche nettoyage et sécurité de l'UGTG a lancé un appel à une journée de grève reconductible à compter du 8 décembre. Il réclame entre autres la réintégration d'une salariée. On écoute les précisions de Patrice Guillaume, le responsable UGTG, face à la caméra de Karen Diamin. Nous subissons des attaques du patronat, notamment des licenciements qu'a fait dans ce secteur d'activité là, qui déguisaient un licenciement économique, soi-disant pour période de chantier. Nous observons aussi qu'il y a retiré à les camarades, notamment les primes de transport, primes de vacances, primes d'habillage. Nous avons un tribunal pour ça, et ni des côtés que nous avons gagné. Nous observons aussi parallèlement que
Là-dedans, c'est quoi qu'il y a des mises à disposition, notamment pour les établissements de santé, les établissements sanitaires. Aussi là, que c'est la main-d'œuvre à bas prix. Et là, nous avons demandé là aussi qu'il y ait une vraie classification à monde, puisqu'il y a une classification par rapport à la convention collective là, pour permettre que les camarades exercent dans les bonnes conditions. Parallèlement, aussi, à la formation, nous devons être travaillés, parce que depuis en mai, nous avons cherché à discuter avec les patrons pour faire une formation des branches, puisqu'elle nous a dit la formation essentielle pour travailler. Un mot d'économie maintenant. La semaine dernière, nous vous parlions des vertus de l'économie dite sociale et solidaire. Ce soir, nous vous proposons de vous montrer un cas concret dans une exploitation agricole. Nathalie Dinan et Moïse Dexter ont d'ailleurs enfilé leurs bottes pour la visite. On regarde. Bienvenue à la ferme, bienvenue à l'agroformation avec accompagnement et insertion. Cette structure relevant de l'économie sociale et solidaire accueille pendant 2 ans 25 personnes en contrat à durée déterminée d'insertion en agriculture paysanne. Sur 2 sites, à Cacao et à Bonne, ils sèment, plantent, font de l'élevage. Nous avons fait tous les légumes. Le but, c'est de faire une agriculture saine, une agriculture où tout Guadeloupéen peut permettre de manger local. L'idée à créer cette structure-là, ça vient avec 2 collègues, c'est en période à 2009, en période d'Al-Capi. Période où nous rendons compte qu'il y a des gens qui mangent. Nous mangeons pas cher, nous mangeons bien, nous mangeons local. Et de là, nous travaillons ce projet-là et nous menons à bout. Avec ou sans diplôme, ils ont tous choisi de venir ici. Comme dans toute exploitation, les tâches sont réparties, ils touchent à tout. Non, les jeunes qui ont la RILA qui bousaient en centre d'insertion. Et ici, il y a aidé à insérer dans la vie sociale. En tout cas, chercher un travail depuis longtemps. Et puis, bon, on vient savent que ici, il y a fait un chantier d'insertion en agriculture. Et comme on préparait, comme moi on est niveau bac en agriculture, donc on déposé candidature en moi. En agriculture, on a dit tout corps de métier. Donc, ni ça qu'a fait charpente, ni ça qu'a fait maçonnerie, ni ça qu'a fait agriculture, nous ni bétail, nous ni maraîchage, nous qu'a fait l'autre bitin. Donc voilà, hein. Nous ni des ventes aussi nous qu'a fait, nous ni des parties, nous qu'a parti vendre le samedi, là, ni foire. Et ni ça qu'a resté, et nous ni mon aussi, nous la cuisinier, tout bitin là. Nous tout bitin nous à disposition. Au bout de 2 ans, ils ont la possibilité de passer le CAPA ou plus, option agriculture région chaude, d'intégrer une exploitation où ils ont été en stage ou de créer leur outil de travail. Nissa a pris décision de monter structure à nous avons aidé nous sommes en CIP qui a aidé Nissa qui a continué le fait que vous préparez un CAPA, vous prendre BEPA et puis aller ailleurs à l'agriculture ou aller continuer pour préparer en bac pro, ni ça qui est embauché ici dans aussi. Parce que si cela a grandi, si cela a proposé nous terrain, nous avons pouvoir acheter terrain aussi par le département, de façon à ce que nous évoluions pour permettre ces jeunes-là de rester dans le métier-là et on met là. Pour aller plus loin, ils ont besoin de terres supplémentaires, mais ce modèle de réussite en matière d'insertion sociale et professionnelle reste un exemple. Restez sur ATV Guadeloupe dans un instant. Les jouets en vogue pour ce Noël 2016. Et puis combien d'argent êtes-vous prêt à investir pour faire plaisir à vos proches dans cette période? Nous vous avons posé la question. Mais avant cette bonne nouvelle, l'Institut L'Olympique a remis officiellement à la Ligue contre le cancer un chèque de 1 000 €, le résultat d'une opération de solidarité menée pour venir en aide aux femmes guadeloupéennes atteintes du cancer du sein. On écoute d'ailleurs Muriel Zitt, gérante des Instituts L'Olympique en Guadeloupe, et Raymond Sargenton, secrétaire général de la Ligue contre le cancer, Comité Guadeloupe, tous deux interrogés par Linda Kayarsi. Je suis vraiment ravie parce que c'est notre 2e édition. Un gros enthousiasme de notre clientèle autour de cette opération grâce à mon équipe. Ce que je voulais vraiment montrer, c'est que c'est un vrai travail d'équipe qui a été accompli pendant tout le mois d'octobre, ce qui nous fait donc une jolie somme de 1 000 €. Donc je suis vraiment ravie. Merci à l'équipe et puis merci surtout aussi à nos clients qui ont suivi donc l'opération. Tout cet argent récolté, et c'est une petite somme que nous avons récoltée à l'Olympique, mais qui vient s'ajouter à toutes les autres que nous avons récoltées pendant ce mois d'octobre, vont servir à aider les malades, à leur donner des soins et à les aider. Vous savez, quand on est par exemple un artisan ou un commerçant, qu'on n'a pas véritablement de couverture, un cancer qui vous arrive à 30, 35, 40, même 50 ans, c'est une catastrophe pour vous et évidemment pour la famille. Quelquefois, on ne peut plus assurer son travail, on perd son emploi. Et la Ligue est là notamment pour donner les premières aides. Souvent, ce n'est pas des montants extraordinaires, mais c'est quelque chose d'important.
Et dans moins de 20 jours, petits et grands iront déballer leurs cadeaux de Noël sous le sapin. Reine des Neiges, Avengers. Dans certains magasins de Guyane, il a fallu tripler la quantité des commandes pour la déclinaison des jouets issus de ces films. Le reportage est signé Ayodele Germa d'ATV Guyane. Pour ce Noël, le cadeau en vogue est celui tiré d'un film d'animation ou d'un blockbuster. Côté filles, La Reine des Neiges continue à cristalliser la grâce dans les imaginaires des petites filles 3 ans après sa sortie. On a sur l'ordinateur la cassette, le CD, donc elle chante La Reine des Neiges. Et puis, elle veut un jouet La Reine des Neiges, donc on hésite, on regarde. Comme elles sont deux, c'est un peu compliqué d'acheter la poupée qui coûte un peu cher. Je constate qu'il part beaucoup plus La Reine des Neiges et c'est un rayon qui est beaucoup touché. Si possible, on est tout le temps en train de descendre, monter, descendre des cartons pour réapprovisionner le rayon. Chez les garçons, c'est l'envie de se mettre dans la peau d'un chasseur depuis la sortie en juillet dernier du jeu à réalité augmentée et par géolocalisation. Pokémon, ça sort beaucoup. Les cartes Pokémon, c'est vraiment là, c'est la star. Pokémon, c'est la carte qu'il demande plus. C'est pas plus les figurines, mais plus les cartes Pokémon. Très en vogue également, les drones, le sable à modeler et les têtes coiffantes. Pour ces articles, le magasin doit tripler ses commandes pour satisfaire la demande. À côté des grandes stars de Noël, les classiques indémodables, quoique remis au goût du jour, comme ce Monopoly avec ses pièces inspirées des personnages de la série à succès Game of Thrones. Les parents, intermédiaires du Père Noël, doivent donc rester à la page. En fonction de son collage, on essaie de voir ce qu'on trouve, parce qu'il y a les prix dans le collage, c'est bien. Que chaque année, en fonction de la mode, la tendance, ça change. Non, la dinette, la cuisine, non, on ne veut plus. Et vous, serez-vous généreux ou parcimonieux pour ces fêtes de fin d'année? Vos intentions dévoilées au micro de Karen Diamin, c'est tout de suite. Alors, vous avez un budget pour Noël? Non, j'ai pas de budget précis. Parce que bon, j'ai un enfant, donc je lui donne ce qu'il veut. Après, j'ai des neveux, des nièces. Noël, c'est plus en famille, donc histoire de budget, nous, on est plus famille en fait, donc on s'occupe pas des histoires d'argent. Avez-vous un budget précis pour Noël? Bon, alors j'essaye. J'essaye d'avoir un budget. J'arrive pas souvent à le respecter, mais j'essaye. Parce que la vie est de plus en plus chère, donc c'est pas évident. Voilà, si on veut faire plaisir à tout le monde, pour les petits-enfants, avec tout ce qu'on fait actuellement, les jeux de vidéo, les choses comme ça, les jeux, c'est pas facile. Je sais pas, ça va être 200 €, je pense, minimum quoi. Voilà. Plus si on peut, hein, si on peut bien fêter. Enfin, voilà. Madame, avez-vous un budget pour Noël? Pas spécialement, je fais plaisir simplement à mon mari et à mes enfants. Normalement, c'est une montre pour lui. Et les enfants, des cadeaux, internet et puis des choses comme ça. C'est tout, rien de précis. Et pour moi, rien du tout, je me fais déjà plaisir toute l'année. C'est l'esprit de Noël, donc franchement, on essaie de faire au mieux avec ce qu'on a, tout simplement. Les temps sont durs pour tout le monde, mais si on commence à se prendre la tête avec de l'argent, ça gâche tout. Et puis, moi, je fais pas de cadeaux, parce que je mets pas de garde-poussière chez les gens. Avez-vous un budget précis pour Noël? Oui. Oui, un budget précis. Très très précis. C'est-à-dire 300 €. Voilà. Donc, c'est pour faire des cadeaux à la famille? À la famille. Non, les amis, non. Ils n'ont pas cette année, les amis. Surtout à la famille. Après, on fait la fête avec les amis, voilà. Oui. Donc, on partage un bon moment tous ensemble, mais surtout la famille, parce que c'est vrai que c'est pas évident. De plus en plus. La vie est dure. Voilà. Donc, voilà. Donc, on essaye de faire comme on peut. On budgétise au maximum. Et on essaye de partager pour tout le monde. Voilà. Faire plaisir. Que ça se passe bien pour la fin d'année, en espérant que la prochaine année sera meilleure. Et passez de bonnes fêtes. Ah bah oui. Merci. Joyeux Noël. Au revoir. À vos stylos maintenant, c'est l'heure des informations pratiques. Et si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 0 590 60 11 2 fois le numéro de la rédaction. Et puis à nous envoyer vos informations et indiscrétions à l'adresse rédaction@atv.gp. C'est la fin de notre édition locale et régionale, mais on se retrouve dans un court instant, juste avant de retrouver Eddy Planté pour Questions directes. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait?
Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... Au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi à ton Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.